Salut Internet. En début de mois, on parlait de Moscou. Aujourd'hui, parlons de Tokyo. Pour la prochaine fois, je vous propose de me mettre en commentaire des idées de villes dans d'autres continents qu'on n'a pas encore fait. Amérique centrale, Océanie, Afrique, ce que vous voulez. En attendant, c'est parti pour 7 petites minutes ensemble pour découvrir cette mégalopole merveilleuse. Et je dis pas ça parce qu'on y vend beaucoup de cartes Yu-Gi-Oh! Premier point, Tokyo, en japonais, ça veut dire capitale de l'Est. Mais pourquoi capitale de l'Est et pas tout simplement capitale? Bon, c'est un petit peu compliqué, mais pour résumer, 1180, c'est la date du premier écrit qui parle de la ville. Mais elle s'appelait pas Tokyo à l'époque, elle s'appelait Edo. En 1457, un membre du clan Uesugi fait construire le château d'Edo, grâce auquel la ville devient Jokamachi, une ville-château. Elle ne devient capitale qu'en 1603, au moment où Tokugawa Ieyasu devient shogun, chef des armées. Alors, capitale c'est un grand mot, mais en gros, au Japon, vous aviez le shogun qui gérait le côté politique, militaire, et l'empereur qui était sur à peu près tout le reste. Et à l'époque, la capitale de l'empereur était l'actuelle Kyoto, à l'ouest de Tokyo. Donc, quand en 1868, Edo devient la capitale impériale, son nom devient Tokyo, capitale de l'Est. Quand on pense Japon, outre les éternels mangas, sushi, samouraï ou jeux de télé un petit peu bizarres, on pense aussi fortement à un autre point important, les séismes. Et quand on regarde une carte des plaques tectoniques, on comprend pourquoi. Plaques pacifiques, nord-américaines, philippines et eurasiatiques, ça donne forcément du mouvement. Et Tokyo en a malheureusement connu des séismes. Celui du 11 mars 2011 avait une magnitude de 9,1 sur l'échelle de Richter. Et malgré le fait que son épicentre se trouvait à 300 km de Tokyo, la ville l'a très bien ressenti. Un peu moins d'un siècle avant, Tokyo a subi le séisme de Kanto. De multiples incendies se sont déclenchés, certains se sont transformés en tempêtes de feu à cause d'un cyclone tropical qui a aussi voulu s'inviter à la partie, tant qu'à faire. Entre 100 000 et 142 000 personnes sont mortes. Un des plus vieux séismes de Tokyo dont on a des témoignages, c'est celui de Genroku qui a eu lieu le 31 décembre 1703. Entre le tremblement de terre, les incendies et le tsunami qui a suivi, le nombre de vies perdues se situe entre 5 000 et 200 000. Bon, c'était il y a 300 ans, forcément c'est pas bien précis, mais il y a eu énormément de morts. Une des choses qui choque en se rendant à Tokyo est le nombre de distributeurs automatiques. Il y en a un, voire plusieurs à chaque coin de rue. Et je vous dis pas dans les quartiers touristiques. Pendant que j'y étais, je n'ai jamais vu une seule personne les recharger. Certains distributeurs sont carrément insolites. Vous pourrez acheter des bananes, du pain dans une conserve, des insectes à grignoter, des objets aléatoires en mode tombola, du lait de plusieurs parties du pays, ou encore d'alléchantes bouteilles de bouillon de poisson avec son poisson séché dedans. Ça donne envie. Le métro de Tokyo est célèbre pour ses oshiya, des employés de la compagnie ferroviaire qui poussent les gens à l'intérieur du métro pour que les portes puissent se fermer. Parce que c'est connu, il y a beaucoup de monde dans le métro tokyoïte, mais j'avoue que je ne savais pas vraiment à quel point. Parmi les 50 gares ou stations les plus fréquentées au monde, 44 sont japonaises. Châtelet-Léal, là, et ses 33 millions de voyageurs par an, n'est même pas dans le top 20. Et puis tout en haut de la liste, Shinjuku et ses 3,6 millions de passagers par jour. En 10 jours, elle a vu passer 1 an de Châtelet-Léal. Si vous vous demandez pourquoi il y a de la lumière bleue dans les stations de métro tokyoïte, j'ai la réponse, c'est pour limiter les suicides. C'est à la suite d'une étude faite par la professeure Michiko Ueda qui démontre que la lumière bleue calme le stress et les angoisses, qu'au Japon et un peu partout dans le monde, eh bien on voit fleurir des lumières bleues dans les stations du métro. Bon, le souci c'est qu'un autre professeur, Masao Ichikawa, a un petit peu démonté l'étude en disant que franchement la lumière bleue ça diminue le taux de suicide de 14% et pas de 97% comme certains médias ont rapporté. Il rajoute que c'est clairement pas aussi efficace que des barrières. Quoi qu'il en soit, dans le métro à Tokyo, il est pas rare de voir des écrans avec des vidéos de dauphins, de montagnes, dans le but de calmer les voyageurs. Enfin bref, c'est un énorme problème national le suicide au Japon, à tel point qu'il existe maintenant un ministre nommé en partie pour gérer les problèmes d'isolation et de solitude de la population. Petit point géographie, est-ce que ça vous dit? Tokyo n'est plus une ville, depuis 1943 d'ailleurs. Voici le centre de Tokyo, qui est composé de 23 arrondissements qui ont le même statut que des villes. Ces 23 arrondissements font partie de la métropole de Tokyo, qui comprend en plus 26 villes, 3 bourgs et 1 village. Ah oui, et aussi 4 sous-préfectures sur les archipels d'Izu et d'Okasawara dans l'océan Pacifique. Et donc tout ça, c'est la préfecture métropolitaine de Tokyo, qui compte environ 14 millions d'habitants. C'est compliqué, mais ça veut dire que techniquement, le tout petit village de Inohara et ses 2000 habitants est le dernier village sur la partie continentale de la métropole de Tokyo.
Les jeux d'argent sont complètement interdits dans la capitale et au Japon en général d'ailleurs. Mais à Tokyo, il est impossible de passer à côté d'un bug dans le système. Des salles entières où un constant bruit métallique se fait entendre, les salles de pachinko. Et c'est tout à fait légal. Les joueurs peuvent acheter des petites billes en métal qu'ils utilisent dans des machines ressemblant à un mix entre bornes d'arcade et flipper. Le but est de gagner un maximum de tickets. Évidemment, ces tickets ne peuvent pas être échangés contre de l'argent puisque les jeux d'argent sont interdits. À la place, les joueurs peuvent repartir avec des briquets, des peluches et autres prix de fêtes foraines. Mais, et c'est là où le twist est légendaire, juste à côté des salles de jeu, il existe des stands tenus par des sociétés différentes qui rachètent ces prix contre de vraies pièces sonnantes et trébuchantes. J'imagine que derrière ces sociétés revendent les prix aux salles de pachinko et la boucle est bouclée. Connaissez-vous le terme sampuru? On en a parlé dernièrement dans une vidéo. Il désigne les faux plats de nourriture. Vous savez là, les petits plats en plastique un peu cheapos là qu'on voit devant certains restaurants en France. On est d'accord qu'ici c'est pas souvent bien vu, mais au Japon et surtout à Tokyo, c'est un art. Énormément de restaurants présentent leur savoir-faire dans leurs vitrines grâce à de magnifiques sampuru qui peuvent même parfois être animés. Ils sont en général uniques et il existe une rue spéciale à Tokyo pour les trouver. Kappabashi Dori. 800 mètres de magasins dédiés aux professionnels de la restauration. On y retrouve des ustensiles, du mobilier et quelques échoppes spécialisées dans les sampuru. Un art local que je trouve, en vrai, quand c'est bien fait et tout, beaucoup trop beau et skillé. Le quartier de Ryogoku est connu pour être l'épicentre de la culture sumo au Japon. On y trouve masse d'arènes, d'équipes professionnelles, de restaurants servant le fameux chankonabe, ce plat ultra calorique que les sumo consomment en grande quantité. Bref, si comme moi, vous avez torché des championnats de sumo sur Eurosport à 4h du mat pendant votre adolescence, c'est forcément un lieu que vous rêvez de visiter. Les 3 ou 4 parmi vous du coup qui rentrent dans ces critères. Tenez, 2 restaurants vachement insolites ont ouvert à Tokyo la même année, en 2001. Déjà, le précurseur des fameux Maid Café, qui se sont multipliés depuis comme des champignons et qui s'appelle le Cure Maid Café. Et si vous êtes plutôt ninja, samouraï, baston que... Oh, mais c'est trop kawaii ça! Alors le Ninja Akasaka est the place to be. Aux allures d'un village ninja secret de l'ère Edo, vous allez être témoin de combats par les serveurs ou même par de vrais ninjas professionnels. Bon, par contre, faut pas trop regarder le prix des repas, hein, sinon forcément ça donne plus trop envie d'y aller. Alors on le sait, on en a vu pas mal sur cette chaîne, il y a plusieurs musées du caca dans le monde, mais un aussi coloré que le Unko Museum, je ne pense pas. À la base le musée était temporaire, mais il a été tellement populaire qu'il est devenu permanent. L'entrée coûte 1800 yens, donc à peu près 14 €, et il y a même un espace interactif pour dessiner votre propre crotte. Et je finis avec un Spider-Man voleur, Kensuke Nakanishi. Le 23 mars 2021, il est descendu du toit d'un immeuble de 6 étages dans le quartier d'Ikebukuro à l'aide d'une simple corde. Il a cassé la fenêtre d'un magasin de cartes à collectionner pour y voler de l'argent et 80 cartes rarissimes. Son but était de tout revendre pour se faire de l'argent et ainsi éponger ses dettes. Et oui, mes chers collègues fans de Yu-Gi-Oh!, il n'a pas volé que des cartes Pokémon dans le lot. Allez, on fait pas plus long pour aujourd'hui. Toute l'équipe vous souhaite évidemment de superbes fêtes de fin d'année. Nous on se retrouve vers mi-janvier pour de nouvelles aventures qui devraient vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas le cas et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sayonara, Internetto.